France Alain avait 21 ans quand elle a été sauvagement assassinée le soir du 25 octobre 1982. L'enquêteur au dossier dans l'affaire France Alain, au départ, c'est John Tardy. Un personnage haut en couleur, plus grand que nature. Si John, tu l'aimais pas ou il t'aimait pas, tu faisais pas long feu au service, là. Et au fur et à mesure que l'enquête a progressé, le faisceau lumineux a bifurqué vers Benoît Proulx, l'ex-petit ami de France Alain. Tu as 20 ans, tu travailles avec un gars qui est suspecté d'avoir tué sa blonde. On n'a jamais pu trouver l'ombre d'une preuve à l'effet que j'avais commis ce crime-là. 9 ans après le meurtre, ce n'est pas la police de Sainte-Foy qui relance l'enquête, c'est plutôt l'animateur de radio, André Arthur. Et pour M. Tardy, je crois que c'est pas un secret pour personne. Il n'y a jamais eu d'autre suspect que Benoît Proulx. Jamais. Dans le débat, nous parlerons de la télévision, de son importance et de son influence. Le meurtre de France Alain arrive en 82, l'enquête du coroner en 86 et le procès en 91. Entre ça, il y a un animateur de radio, André Arthur, qui maintient la pression. André Arthur, vedette controversée de la radio à Québec, personnage excessif, provocateur, cinglant, aimé autant que détesté, on l'appelle désormais le roi Arthur. Pierre, quel est ton lien avec André Arthur? Et j'ai travaillé avec lui. Par un hasard de la vie, au milieu des années 2010, j'ai reçu un appel pour me demander de me joindre à la station Boulevard FM et j'ai définitivement accepté. On m'offrait de travailler avec quelqu'un que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Donc, c'est une occasion que je pouvais pas rater, c'est sûr. Il t'a légué ses bandes sonores. Ouais. Comment ça s'est passé? André n'a pas eu une relation facile, je pense, dans le monde de la radio dans ces dernières années, et nous, ça a très bien cliqué. Puis effectivement, à un moment donné, je suis allé lui porter quelque chose chez lui, puis je vois les cassettes qui sont partout sur le mur. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, ben honnêtement, je peux rien faire. Il dit, t'es veux-tu? Oui, je les veux. Certainement que je les veux. Je savais pas que c'était 3200 cassettes à ce moment-là. Je l'ai su par après quand je les ai embarquées dans ma voiture à retardement. Parle-moi du style de travail d'André Arthur. C'est un gars qui fonctionne comment? André, il va prendre l'opinion générale, commune, régulière, et il va aller complètement de l'autre côté, puis il va essayer de nous faire comprendre l'autre côté du décor. La Sûreté du Québec annonce son intention de recruter des membres parmi les minorités. On va peut-être commencer par les gens intelligents. André Arthur, c'est un copropriétaire de la station CHRC et donc dominait non seulement les ondes, mais pouvait créer l'atmosphère, pouvait mettre une histoire à l'agenda. Ce qui se disait le matin à la radio, ça devenait la discussion de tout le monde pendant la journée. Tout le monde écoutait ça, c'était spectaculaire. Et André Arthur, c'était un intimidateur aussi. Il s'en prenait nommément à des journalistes, à des personnalités publiques, et il revenait à la charge. Et au moment de la maladie de Gérard Delévesque, qui on le sait, décédé d'un cancer, vous avez déclaré à la radio, le cancer du côlon de Gérard Delévesque est la seule bonne nouvelle que les Québécois ont eue cet été. André Arthur, ça faisait partie de son modèle d'affaires, la diffamation, j'oserais dire. Il s'est fait poursuivre des dizaines et des dizaines de fois. À tel point qu'à un moment donné, les propriétaires de la station où il était ont été condamnés personnellement. Le juge a dit, écoutez, vous savez qui vous avez embauché, donc vous êtes personnellement responsable. C'est comme si vous aviez une entreprise de camionnage, puis vous preniez quelqu'un qui a été condamné pour conduite dangereuse des dizaines de fois, puis vous lui confiez un camion. Vous mettez les gens en danger en mettant ce gars-là en ondes. On parlait pas encore de radio poubelle, mais c'était une radio parlée, assez agressive, avec des prises de position très tranchantes. Hydro-Québec subit régulièrement les foudres d'André Arthur et refuse désormais de participer à son émission. Récemment, il a traité un de nos employés d'enfant de chien, un autre de cave, un autre de menteur. Il l'a toujours dit, il l'a toujours affirmé haut et fort, je suis un polémiste, et puis en effet, je pense que ce serait difficile de dire le contraire. Allô, André Arthur? C'est moi? C'est Marc-Claude Savard, comment ça va? Hey, comment vas-tu? Moi, j'ai commencé ma carrière avec André Arthur comme recherchiste. C'est lui qui m'a amené dans le sport. Ça a été un personnage hyper important pour moi dans ma carrière. Donc, je suis bien consciente que c'est une grande gueule de radio. Je l'ai vu aller. Je sais qu'il a été parfois très dur envers certaines personnes. Je sais qu'il a utilisé son micro pour faire de la justice à sa façon. Mais pour moi, ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup,
puis que je respecte énormément. La prochaine affaire que je veux rouvrir, c'est ça qui m'amène un peu à t'appeler parce que c'est quelque chose que tu connais bien. Oui, c'est quoi? L'affaire Benoît Proulx. Oh my God! Dès qu'on a décidé de rouvrir cette enquête-là, la première personne que j'ai appelée, c'est André Arthur, puis je savais pas comment il allait réagir. Ça a été une bonne réaction. En fait, j'ai comme eu l'impression qu'il attendait que quelqu'un, quelque part, à un moment donné, reprenne le dossier. Et je pense que de savoir que c'est quelqu'un qu'il connaissait puis en qui il a confiance, ça l'a rassuré. Quand elle en parlait publiquement, je suis pas encore convaincu. OK. Mais te filer tout ce que je sais, tout ce que je me souviens, je le ferai avec grand plaisir. D'abord parce que ça me donnerait une chance de te voir. Et deuxièmement parce que c'est des choses sur lesquelles lui mettre ses idées. Pour le moment, André travaille avec nous en coulisses. C'est un dossier qui a été marquant pour tout le monde, puis ça a été marquant pour lui aussi. Et il y a quelque chose chez lui qui est aigri, peut-être écorché par cette histoire-là. Il n'a pas le goût de se remettre les deux pieds là-dedans. Janie, on en est où avec les policiers? Est-ce qu'on va avoir une entrevue? Bien, premièrement, ce qu'on sait, c'est que ça a pris plusieurs courriels, plusieurs téléphones pour rejoindre quelqu'un. Finalement, j'ai réussi à être en communication avec le service des communications de la Police de Québec. Ensuite, il a fallu vraiment expliquer de long en large le projet, donner beaucoup d'informations, beaucoup de détails sur l'angle qu'on avait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait dire. Puis moi, j'ai fait des demandes d'accès à l'information. On sait que dans des affaires judiciaires, une grosse partie des documents est publique. Oui. Donc, j'ai fait en bonne et due forme des demandes d'accès à l'information, puis je reçois à chaque fois une réponse automatique qui dit que ma réponse ne peut être traitée. Rien, c'est bien compliqué. On veut juste leur jaser, c'est pas, on veut pas les coincer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le meurtre de France-Alain est arrivé dans un contexte policier particulier à Sainte-Foy. Il y avait beaucoup de criminalité. Le crime organisé se retrouvait dans les rues de la ville de Sainte-Foy. Il y avait des policiers qui devaient faire du mieux qu'ils pouvaient pour contrer cette criminalité-là, puis qui ont développé une façon de fonctionner un peu cow-boy. Alors, Claude, l'affaire France-Alain, qu'est-ce que tu peux me raconter là-dessus? J'avais suivi l'affaire de loin parce que ça venait de Québec. Et dès le départ, je constatais que ça semblait mal fonctionner au niveau de l'enquête. Faut se rappeler qu'à l'époque, c'était de l'omerta. Puis on le sait que des policiers étaient sur le bras du crime organisé puis qu'ils collectaient. Alors c'est sûr que quand des policiers sont à la merci de gens du crime organisé, peux-tu te dire qu'ils grattent pas trop vite sur les dossiers? C'est gros ce que tu me dis là. Non, c'était ça à l'époque. Moi, je le dis, ils partent des fois avec une idée. Si c'est arrivé à l'époque où c'était la Sûreté du Québec qui s'occupait des affaires de crime, on n'en sera pas rendu aujourd'hui dans le dossier de France-Alain. Au début des années 80, la centrale de police de Sainte-Foy ressemblait, dit-on, à un asile. Le maire de Sainte-Foy demande à la Commission de police du Québec d'enquêter sur l'administration du corps policier de Sainte-Foy et sur les événements des derniers jours. Ce qu'on veut, c'est que la lumière soit faite. Et c'est pourquoi la commission de police est appelée à agir. Le service de police de Sainte-Foy, à l'époque, vivait une conjoncture particulière. Il y avait une espèce de commission de police où tu avais des policiers de Québec, puis de Sainte-Foy, puis de la Sûreté du Québec qui fonctionnaient en marge, puis qui avaient une façon de faire particulière. On a appris par la suite que tu avais un policier, Lefebvre, qui, lui, volait des endroits, plaçait lui-même l'appel à la police et arrivait sur les lieux. Et ce policier-là en a tué 2 autres. Tout ce monde-là ont fini par témoigner à la commission de police, dont Serge Lefebvre. Et c'est là qu'on a appris des vertes et des pas mûres sur la façon dont était géré le corps de police. C'était le Far West un peu, là. Puis je pense qu'au niveau du corps policier à Sainte-Foy, il faut parler de ménage, c'est une évidence. Il y avait la mairesse Boucher à cette époque-là qui trouvait pas ça drôle non plus, là. La mairesse de Sainte-Foy, à un moment, est allée chercher Roland Bourget, l'ancien chef de police de la ville de Montréal, l'a amené ici à Sainte-Foy pour essayer de faire un ménage. Quand on a vu arriver M. Bourget, il y a eu un vent de fraîcheur incroyable qui est arrivé au service. On savait qu'il se passerait quelque chose. Et je sais pas comment de chez nous sont partis, en prenant des retraites anticipées. Puis John a parti aussi à ce moment-là, pendant l'enquête de France-Alain. À un moment donné, John Tardif a dû prendre sa retraite de la police de Sainte-Foy pour 1001 raisons. Il était sous enquête, il était controversé, on se posait des questions sur sa façon de faire. Alors, il a pris sa retraite et il s'est mis à travailler avec André Arthur. John Tardy, bonjour. Bonjour, M. Arthur. Profitons du fait que vous êtes pour le moment un observateur dégagé du dossier.
Oui. Ils vous ont dit publiquement de vous mêler de vos affaires? C'est ça. Selon vos informations, et à titre de citoyen, êtes-vous informé qu'il y a eu d'autres suspects que Benoît Proulx? Non, il n'y a jamais eu d'autres suspects que Benoît Proulx. Écoutez, puis moi, je m'en cache pas. J'en parle occasionnellement, puis c'est encore le premier suspect dans ce dossier-là. En février 1991, André Arthur et John Tardif se sont mis à rebrasser les différentes théories qui avaient été énoncées à l'époque. Ils ont pris des choses qui avaient déjà été dites. Là. Ils n'ont pas nécessairement amené des éléments nouveaux, mais ils laissaient entendre que, par exemple, le coroner n'avait pas posé les bonnes questions, qu'il y a des pistes qui n'avaient pas été explorées, puis que, dans le fond, quand on brassait ça, tout revenait toujours vers Benoît Proulx. Un communicateur, une personne qui a une antenne, que ce soit en radio ou en télévision, c'est exactement ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas parler d'une cause, tu ne peux pas parler d'un de tes employés. Je pense que c'était devenu invivable, là. Ça devait être très, très difficile. Il était très dur à l'intention de Proulx. Alors, imagine toutes les batailles avec le syndicat en tenant compte de la façon dont est traité un employé. C'était une guerre ouverte que j'ai jamais, mais jamais vue ailleurs en 40 ans de métier. Là. Oublie ça. C'était... N'empêche, M. Tardy, que les compagnons de travail de Benoît Proulx le soir du meurtre vous donnent des versions contradictoires à une époque et à l'autre. Oui. À un moment donné, vous avez une version qui est incriminante et soudain, vous avez l'action d'une force quelconque, qu'on peut présumer être syndicale. Pour vraiment comprendre la scène de la radio de Québec dans les années 80, mais principalement CHRC, OK? C'est un milieu où il y avait des grandes luttes syndicales. Oui. Il y avait eu des grandes grèves dans des grandes stations de radio. Fait qu'on était dans cette époque-là où, au sein même du milieu de travail, tu avais des syndicalistes puis tu avais des pro-patronats. Donc, c'était pas un milieu très uni. Il y avait des luttes à l'interne. Évidemment, André emmenait large, parce que c'était un des actionnaires, donc un des propriétaires de la station. Mais aussi, c'est quelqu'un qui était reconnu pour ses positions antisyndicalistes. Et Benoît était secrétaire ou trésorier du syndicat, donc il était mêlé dans les négociations. Et là, à un moment donné, je pense que André Arthur, il trouvait que le payroll de la salle des nouvelles était lourd, qu'il y avait peut-être trop de journalistes, puis je pense que là, il y a eu des frictions à ce moment-là. Il y en a qui vont remettre en doute en disant c'était un truc syndical, puis c'était ça. Il était-tu vraiment persuadé que Benoît Proulx était l'auteur du crime? Oh, il était persuadé, je suis à peu près convaincu. Là. En tout cas, il n'aurait pas poussé ça jusqu'à faire condamner un gars, faire un show de radio. Là. Malgré ce que des gens peuvent penser, c'est un homme avec des valeurs bien placées, c'est une personne très intelligente, c'est une bonne personne, c'est une personne aimante. Bien sûr, il y a un personnage radio, puis il y a un personnage qui est médiatique, mais de là à mettre une accusation de meurtre sur quelqu'un, alors qu'il n'en est pas convaincu, je vois pas pourquoi on irait là. On a l'impression à vous entendre que vous connaissez le fond de l'histoire, que ça vous inquiète vous aussi énormément, puis que vous voudriez bien que des noms sortent, puis que tout s'arrange. Oubliez jamais d'une chose. Dans la quasi-totalité des cas de meurtre, la victime connaît son assassin. Peu importe ce qu'on pense du point de vue d'André Arthur là-dedans, il n'a jamais perdu de vue le fait que France Alain est une victime, qu'on ne sait toujours pas qui est son meurtrier ou qu'il n'y a pas eu de justice dans ce dossier-là. Jusqu'à tout récemment, il y a 2 ans, encore, il tweetait à l'anniversaire du meurtre. Donc, il a mis une pression intense sur les policiers, sur les enquêteurs, et tout le monde entendait parler de France Alain. J'ai ici toutes les notes de ma première conversation avec André Arthur. Ce que je lui ai demandé, c'est explique-moi pourquoi tu as été autant convaincu de la culpabilité de Benoît Proulx. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Il m'a expliqué qu'à un certain moment, Benoît Proulx lui aurait dit « Ça va être ma dernière semaine de travail. J'en suis arrivé à un deal avec la couronne. Je plaide coupable pour le meurtre de France Alain. Je vais partir en prison 6 ans puis je vais refaire ma vie après. » Patrice, on a 2 sources au ministère de la Justice de l'époque qui nous ont confirmé que la Couronne avait déposé une entente auprès de l'avocat de Benoît Proulx pour qu'il plaide homicide involontaire. Il y aurait eu 6-7 ans de prison. Quand la Couronne dépose un deal, comment un policier réagit? C'est parce qu'il manque de preuves ou c'est juste parce qu'on veut régler le dossier? Souvent, tu le dis, c'est qu'il manque peut-être de preuves
au premier chef d'accusation qu'on a déposé. En homicide, on va souvent essayer de déposer des charges de meurtre au premier degré. Puis l'enquête, plus elle avance, moins on voit peut-être que c'est clair, la préméditation. On va essayer souvent de descendre le chef d'accusation à un meurtre au deuxième degré. Mais le deal peut venir de la défense aussi. Donc, l'avocat de la défense qui fait une proposition au procureur de la Couronne en disant, mais nous, on est prêt à plaider coupable si tu réduis les accusations. Mais si le procureur de la Couronne est très à l'aise dans sa preuve et dans son dossier, souvent, il refuse. Fait qu'on peut pas mettre ça dans notre colonne de Benoît Proulx a plus de pourcentage d'être coupable parce qu'il y a eu un deal. Le deal vient pas jouer sur la possibilité qu'il a été coupable. Parce que moi, si je suis innocente d'un crime puis tu m'arrives avec un deal, je le regarde pas, là. Ben non, tu le prends pas. Je vais te faire le parallèle en interrogatoire. Quand on interroge des suspects, je veux dire, moi, si tu m'accuses de quelque chose que j'ai pas fait, je vais monter sur la table, moi, tout faire pour me défendre. Je veux dire, je trouve ça bizarre, cette affaire-là, un peu. Et ça se peut-tu que parce qu'il y a eu des années où, tu sais, sa vie avait basculé, il n'y avait plus vraiment de carrière, tu sais, le fait que ça a duré si longtemps, il était considéré coupable même avant même qu'il y ait eu un procès, que ce gars-là se soit dit, bon, ben, regarde, je vais aller faire X nombre d'années de prison, puis je vais être capable de repartir avec ma vie. Est-ce qu'on a déjà vu ça dans les annales judiciaires? Oui, malheureusement, mais des gens qui étaient peut-être un peu plus dérangés ou étaient peut-être un peu plus faibles mentalement, on a déjà vu ça, des erreurs judiciaires aussi là-dedans, là. Mais quelqu'un qui est sainement, qui est là, plaiderait coupable parce qu'il est tanné avec les années, moi, j'y crois pas. Mais il n'a pas pris le dé. Non. L'autre affaire, il m'a expliqué qu'il a été témoin d'un moment où Benoît Proulx, il était étrange et où il semblait pas être en maîtrise de sa personne. Il faudrait croire que l'assassin, à l'emploi de CHRC, au travail ce soir-là, aurait quitté son travail, serait allé à un coin de rue d'ici, aurait tué son ancien ami de cœur et serait revenu continuer son travail. Mais ça prendrait quelqu'un qui a un sang-froid extraordinaire. Ou quelqu'un qui a un problème de personnalité. Il y a des gens qui ont un problème de personnalité. La moitié sait pas ce que l'autre moitié fait. Non, ça existe, ça. Ce qui est particulier dans les témoignages de Benoît Proulx, c'est qu'il y a des trous de mémoire. Pas pour ce qui est de la soirée du meurtre, mais pour tout ce qui est venu autour dans l'enquête. À plusieurs reprises, les policiers doivent faire réécouter à Benoît Proulx des portions de témoignages qu'il a livrées peut-être des mois ou des années avant pour lui démontrer qu'il se contredit. Puis à ça, Benoît Proulx dit pas « Mon Dieu, je me contredis pas, non, c'est pas vrai », il se choque pas. Il est juste étonné. Il y a eu des petites contradictions sur plein de choses. Le manteau qu'il portait ce soir-là, il l'avait acheté. À un moment donné, il dit il y avait un défaut dans la manche, donc je l'ai donné. Après ça, maintenant, il y avait une brûlure. Ensuite, dans une des conversations qu'il y a eues avec les policiers, il dit qu'il connaît absolument pas les armes, alors que dans une autre, il dit que facilement, il peut monter et démonter une arme de calibre 12 parce qu'il y en a une dans la famille. Et surtout, il dit qu'il n'a jamais parlé au père de France Alain, alors qu'il y a une conversation enregistrée qui a été présentée en cours. Il y a même une déclaration de Benoît Proulx qui a été faite toujours selon les dires de Tardy, là, parce que là, à ce moment-là, ils étaient seuls tous les deux dans une voiture. Puis là, Benoît Proulx aurait regardé Tardy en lui disant « Ça se peut-tu que je l'ai faite puis je m'en souviens plus? » Donc, il y a cette particularité-là qui a fait penser à André que Benoît Proulx était coupable de quelque chose. Une des choses qu'avait lancé l'enquête dans France Alain, c'est le comportement d'un journaliste de CHRC qui se présente à la police le soir même ou le lendemain du meurtre et qui, au lieu de demander des détails sur le fait divers qui est le meurtre d'une étudiante de l'Université Laval, s'entête à demander si elle a pu parler avant de mourir. Autre affaire qui est importante pour André Arthur, c'est que Gilles Laberge, qui était le chroniqueur aux faits divers, aurait reçu un appel de Benoît Proulx le soir du meurtre et Benoît Proulx lui aurait dit « J'aimerais ça que tu ailles au CHUL vérifier si la victime a parlé aux policiers. » Il y a eu toutes sortes de rumeurs qui ont circulé, puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Pas du tout, non. En fait, Gilles Laberge, quand il a témoigné à l'enquête du coroner, ce qu'il a expliqué, c'est que Benoît Proulx lui a simplement demandé de rappeler les relations publiques de la police pour essayer d'en savoir davantage sur ce qui s'était passé. Et finalement, Gilles Laberge l'a rappelé pour dire « Regarde, les policiers parleront pas, il va y avoir un point de presse demain midi. » Et ça s'est terminé là. Par contre, plus tard dans le temps, souvent, Benoît Proulx demandait à Gilles Laberge d'aller chercher de l'information. Donc, il lui posait des questions très précises et il lui a demandé le rapport d'autopsie. OK. C'est que lui, il s'est présenté à la mort pour avoir le résultat
d'autopsie pour connaître si la victime avait pu souffrir. Alors, c'est un employé de la morgue qui nous a appelés et qui nous a mis la puce à l'oreille là-dessus. Patrick, je veux tirer quelque chose au clair. Est-ce que c'est une demande de base normale pour un journaliste d'obtenir un rapport d'autopsie? Non, ça c'est sûr. De toute façon, c'est impossible. Premièrement, c'est un document d'enquête qui fait partie d'une enquête qui est ultra confidentielle. Ça aurait été moins farfelu de quelqu'un de sa famille le demande que le suspect potentiel. Non, c'est hors de l'ordinaire de faire une demande comme ça. Ensuite, dans la conversation avec le père de France-Alain, il aurait dit « C'est sûr que le meurtrier, il est allé voir un psychologue ou un prêtre pour se confier. » Et on a appris par la suite que peu de temps après le meurtre, Benoît Proulx est allé voir un prêtre. Et il y aurait eu des informations dites en ondes qui étaient vraiment privilégiées, que quelqu'un qui n'était pas au courant du dossier ou qui n'avait pas été témoin du meurtre aurait pas su. Et tous ces éléments-là ont fait croire à André Arthur que Benoît Proulx était bel et bien le meurtrier. Sauf qu'en même temps, il est arrivé en ondes en l'accusant. Je veux dire, il est allé très, très loin dans son rôle d'animateur. Puis avec les codes d'écoute qu'il y avait, c'est sûr que l'impact dans la ville, c'est que c'est lui le coupable, avant même qu'il y ait un procès. Ce que je comprends de mes conversations avec André Arthur, c'était que la stratégie était de mettre une pression telle sur Benoît Proulx qu'il allait finir par avouer son meurtre. Tardy nous répète qu'il n'y a jamais eu dans ce dossier un autre suspect que Benoît Proulx. Le coroner Pierre Trahan, lorsqu'il avait conclu temporairement son enquête de 1986, avait dit qu'il y a bien des circonstances qui visent Benoît Proulx et il me manque un élément qui le place à l'extérieur de la station. Imaginez-vous, vous êtes lecteur de nouvelles dans une station de radio, puis le propriétaire, animateur, qui se trouve à être André Arthur, vous accuse en ondes ou insinue en ondes que vous avez commis un meurtre. Le meurtre dont la Ville de Québec parle le plus parce que, évidemment, c'est horrible, cette affaire-là. Ouais. Et là, pour Benoît Proulx, qui travaille dans la même station de radio, ça devient beaucoup trop. Il décide de poursuivre André Arthur, John Tardif, pour $1 million. Là, il y a une conférence de presse qui est donnée par Benoît Proulx, qui est suivie évidemment par tous les médias. Et ça va donner lieu à un revirement spectaculaire. Ce matin, son avocat a déposé une poursuite d'1 million contre l'animateur vedette de CHRC, André Arthur, et l'enquêteur John Tardy, qui est lié au dépôt de l'accusation actuelle. Des retranscriptions d'une émission de CHRC où on laisse sous-entendre l'implication de Proulx dans le meurtre de France-Alain justifient cette poursuite. À cette époque-là, en février 1991, je suis journaliste au Journal de Québec. Et moi, je suis assigné à couvrir cette conférence de presse-là. Alors donc, je m'en vais assister à la conférence de presse. J'ai parlé à André Arthur et à John Tardif pour avoir leur point de vue. Puis là, ce qui est curieux, c'est qu'eux autres semblent contents d'être poursuivis. Oui, parce qu'on va aller en cours, puis on va pouvoir lui poser toutes les questions que le coroner lui a pas posées. Okay. Il va être obligé d'être dans la boîte des témoins. Ça fait bien mon affaire, ça fait bien notre affaire, puis ils tiennent tous les deux la même version, mot pour mot, virgule pour virgule. OK. Fait que donc, je reviens au journal, et là, avec mon chef de pupitre, on cherche une photo pour accompagner mon article. Donc ça, c'est l'article qui est publié... Ça, c'est l'article qui est publié le samedi matin. Oui. Proulx poursuit pour $1 million. Ça, c'est la photo qu'on a choisie, qui date de l'époque de l'enquête du coroner. Oui. Et c'est une photo qui a déjà été publiée avant ça, là. Cette photo-là a déjà été publiée à la une du Journal de Québec à plusieurs reprises. OK. Cet article-là est publié, et là, on est en 91, donc 9 ans après le meurtre, et là, soudainement... Paul-Henri Paquette se souvient avoir vu cet homme-là le soir du meurtre de France-Alain. 9 ans après l'événement, Paul-Henri Paquette reconnaît là les yeux d'un homme qu'il dit avoir croisé sur la rue le soir du meurtre. Aujourd'hui, ce témoin surprise dit que s'il n'est pas allé raconter ça à la police, c'est qu'il ne voyait pas le lien avec le meurtre de France-Alain. Un individu surgit de nulle part qui vient nous dire 9 ans après qu'il était dans la rue ce soir-là. C'est complètement invraisemblable. Alors, Paul-Henri Paquette, il se manifeste 8 ans et demi après les faits. Il faut comprendre qu'à Québec, là, le meurtre de France-Alain, c'est une grosse affaire. Il a vécu à Québec tout ce temps-là, lui. Il y a une enquête du coroner qui dure des jours et des jours. Il dit rien. Puis tout d'un coup, illumination. Ah! Je reconnais les yeux du gars que j'ai vu dans le noir. Il se rappelle la date, le 25 octobre, vers 8h moins quart. Il a vu... c'est lui. Non, c'est ses yeux. Je reconnais ses yeux. C'était un barbu. Il y avait un sac. Quelque chose sortait du sac. Peut-être une raquette,
peut-être un canon. Le fait d'un témoin qui réapparaît 9 ans plus tard, ça reste des choses qui sont quasiment invraisemblables dans les enquêtes. Je suis pas en train de dire que 100% c'est pas bon, mais donner de la crédibilité à ces informations-là qui paraissent 9 ans après, quand vous me dites que ce dossier-là a été ultra médiatisé, puis que quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça, puis que 9 ans après se rappelle, pour moi, c'est farfelu. Là. Parce que la mémoire humaine, déjà quelques semaines après un événement, peut changer, être modifié, modulé. Là, on parle d'une mémoire hyper spécifique 9 ans plus tard. Est-ce qu'on peut croire que quelqu'un aurait emmagasiné quelque chose d'aussi fort? De par expérience, non. J'ai jamais vu ça. Et puis, effectivement, la mémoire peut emmagasiner, mais peut surtout être contaminée. Donc, le samedi matin, le témoin Paul-Henri Paquette ouvre son journal, voit cette photo-là. Il appelle la police tout de suite. Non, il appelle pas la police. Il part, puis il s'en va à CHRC. À la station de radio. À la station de radio. C'est un journaliste qui lui répond. Lui, il demande à parler à André Arthur. Oui. Ou à John Tardif. OK. Mais là, ils sont pas à la station. Donc, le journaliste dit, bien, laissez-moi vos coordonnées, on va vous rappeler. Puis par la suite, dans les jours suivants, c'est John Tardif qui rappelle Paul-Henri Paquette, le témoin. Puis il n'est plus dans la police là, à ce moment-là. Il n'est plus dans la police. Il a été congédié de la police de Sainte-Foy. C'est ça. Et en plus, il est en conflit d'intérêts flagrant parce qu'il est poursuivi pour 1 million... Par Benoît Proulx. Par Benoît Proulx. Fait que là, ça fait 2-3 semaines que l'article a été publié. Là, ils vont toujours pas voir la police. Ils vont voir le coroner Tran, celui qui avait mené l'enquête du coroner. Et là, ils s'en vont voir Maître Robert Parot, le procureur de la couronne. Oui. Et là, il procède à l'identification de Benoît Proulx en mettant 8 photos sur la table. Il demande au témoin Paquette s'il reconnaît Benoît Proulx, puis il dit oui, c'est lui, sauf que les 8 photos sur la table sont toutes des photos de Benoît Proulx. Fait qu'il montre 8 fois Benoît Proulx, évidemment que la personne va identifier logiquement Benoît Proulx. Exactement. C'est vraiment absurde comme stratégie d'enquête. Je veux dire, est-ce que c'est une méthode d'enquête de l'époque? Il y a quelqu'un qui a entériné ça, je sais pas jusqu'où c'est allé, mais aujourd'hui, les parades d'identification qu'on appelle sont hyper contrôlées, sont faites par ordinateur. Les portraits robots aujourd'hui n'ont pas la même influence qu'elles avaient à l'époque. Mais de là à faire une parade d'identification avec 7 fois le même ou 8 fois le même, j'ai jamais vu ça. Et sur la base de cette identification-là, ce que John Tardif fait, c'est qu'il appelle à la police de Sainte-Foy pour leur dire « On a un témoin qui est capable d'identifier Benoît Proulx sur les lieux du crime le soir du crime. Mais si vous voulez avoir le témoin, il faut que vous m'engagiez comme consultant pour relancer l'enquête. » Il y a un concours de circonstances autour du nouveau témoin quand même assez particulier. Il arrive dans la vie de John Tardy au moment où il est la cible d'une poursuite pour 1 million de dollars et au moment où il est chroniqueur à la radio et il n'est plus policier. Ce gars-là arrive, lui donne les munitions pour dire on place Benoît Proulx sur la scène de crime et ça lui donne aussi la possibilité de réintégrer comme consultant la police. Disons que Paul-Henri Paquet a été très utile pour John Tardy. Ouais. Et ce qu'on apprend, c'est qu'ils se connaissaient. Les deux s'entraînaient à un moment donné à un centre de conditionnement physique à Plaza Laval. Ils se seraient côtoyés une dizaine d'années. Bon, est-ce qu'un devait quelque chose à l'autre? Des centaines, des milliers de questions puis des milliers de rumeurs dans l'histoire de Benoît Proulx puis John Tardy, ça, c'est évident. Le plus gros défi de l'affaire France-Alain, c'est de démêler les rumeurs et la vérité. Cette affaire-là a tellement fait jaser qu'il faut départager les oui-dire versus les faits. Ensuite, vraiment éplucher les documents pour en arriver à la vérité parce que tout le monde a entendu quelque chose puis tout le monde a extrapolé. Fait que ça devient un travail vraiment minutieux de dire, OK, si on met ça dans la pile du peut-être, si on met ça dans la pile de c'est des faits véritables, puis après ça, ben t'as toutes les rumeurs qui vrillent autour. Rivette, vous êtes auteur de plusieurs livres sur des grands crimes qui ont été commis au Québec. Vous êtes aussi chercheur en archives judiciaires. Oui. Parlez-moi de l'affaire France-Alain. Vous, à quel moment vous vous êtes vraiment intéressé à cette affaire-là? En 2014, j'ai une personne qui m'a contacté via des articles que j'écrivais sur un blog et qui est devenu, entre guillemets, un informateur qui voulait pas être nommé et tout ça. Et puis, cette personne-là m'a contacté pour un article dans une autre affaire complètement différente.
mais qui, en passant par la bande, me dit « Hey, tu pourrais t'intéresser à l'affaire de France Alain parce que j'ai peut-être quelques informations. » Évidemment, sans me nommer votre source, c'était quoi son métier? Ancien policier. De la ville de Sainte-Foy? Oui. Et votre informateur, il y a quelque chose qui tracasse, il y a une théorie qui est quand même assez incroyable. Oui, parce que selon lui, il y avait un autre policier au sein de la police de Sainte-Foy, de Québec et tout ça. Puis lui, il l'a côtoyé vraiment sur le terrain. Fait que là, il y avait des impressions. C'est pas vraiment des faits, mais quand même, les impressions sont là. Que, bon, il y avait une dent contre Benoît Proulx. Il a habité aussi à une certaine époque dans le quartier où France Alain a été assassiné. OK. Puis il y a eu une première fouille, ils n'ont rien trouvé. Et puis là, tout à coup, hop, j'arrive avec des cartouches. Puis la personne, que le nom m'échappe, qui fouillait, mon informateur m'avait dit que c'était un policier très compétent, fait qu'il comprenait pas, lui, pourquoi qu'il aurait pu échapper ce détail-là. Si on revient à la scène de crime, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé, là. Aucun indice. Ni d'armes, pas d'armes. Zéro. Ils ont retrouvé des bourres. Je suis pas sûr, même. Dans mon esprit à moi, il n'y avait rien sur cette scène-là. Il y a peut-être quelque chose dans le rapport qui dit plus, là, mais nous, comme patrouilleurs, là, puis ceux qui ont fait des recherches, on n'avait rien. On n'a rien trouvé. Tout ce qu'il me disait, c'était vraiment ses impressions, mais... Quand on communiquait ensemble, moi puis l'informateur en question, moi j'aimais ça des fois, je lui demandais son opinion sur d'autres affaires puis tout ça. Tu sais, il était très strict là. Bon, je trouvais ça intéressant. Mais jusqu'à quel point, tu sais, moi pour me prononcer, j'ai besoin de plus de preuves que ça, tu sais. On a un rendez-vous avec la police. Avec la police de Québec? On a un rendez-vous avec la police de Québec. Là, ils sont prêts à nous rencontrer. Ils sont prêts. Ils acceptent pour le moment la journée de tournage qui est proposée. Fait qu'on s'en va à Québec. Ouais. Ben non, ben écoute, la police ne parlera pas là. Attends une minute, là, on a une entrevue de prévue aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on est en tournage à Québec et on avait une entrevue prévue avec la police. C'était réglé depuis quelques semaines déjà. Et là, à quelques minutes de l'affaire, ils l'ont annulé. On leur déposera les preuves qu'on a à la fin, puis peut-être qu'il y aura une conclusion à ça, mais nous, eux autres, On va essayer de gérer ça quand même, là. La relation avec la police de Québec dans notre enquête, ça a été compliqué. Dans un premier temps, l'enquête autour du meurtre de France Alain est toujours ouverte pour la Ville de Québec. Ça n'a jamais été fermé. Ce qu'on nous dit, c'est que d'année en année, il y a des équipes qui reprennent le fil, qui essaient de trouver. Donc, c'est une enquête qui est encore active. Alors, c'est pas évident pour eux de travailler avec des journalistes qui décident d'aller se mêler de ça. C'est pour ça qu'ils participeront clairement pas au documentaire. À Québec, dans la salle des nouvelles de la station radio d'où je vous parle, on a arrêté hier pour un meurtre le journaliste Benoît Proulx. Un nouveau témoin vient de se manifester avec des révélations inédites. L'avocate de Benoît Proulx clame l'innocence de son client en se disant pour le moins surpris de la tournure des événements. Comment ça se fait que cet homme-là n'existait pas quand on a eu l'enquête du coroner? Toute la publicité de chaque jour qui existe, et on n'a jamais entendu parler de ce genre de témoin. Au moment où Benoît Proulx se retrouve accusé, Lawrence Corriveau est son criminaliste. Sa fille, Suzanne, va l'aider à défendre Benoît Proulx. Ça fait des semaines qu'on s'est partagé les plages horaires pour essayer de rejoindre Suzanne Corriveau. Oui. J'ai réussi à y parler. Hein? Elle accepte de nous parler, elle va nous rencontrer, elle est même prête à nous parler à la caméra. Et moi, j'ai laissé 4 messages différents avec différents prétextes, puis aucune nouvelle. Qu'est-ce qui a fonctionné finalement? Je pense que c'est de l'ordre du miracle parce que ça fait des semaines et des semaines. C'est comme 800 appels qu'on s'est partagés à 3. Puis là, j'ai, sans trop d'espoir, resignalé, sans répondu. Madame Corriveau, où étiez-vous, vous, dans votre carrière, au moment où ce dossier-là est arrivé sur le bureau de votre père? Moi, à ce moment-là, j'avais environ 10 ans de pratique. Et puis, lorsque je suis devenu avocat, j'ai tout naturellement commencé à travailler avec mon père. En 1986, lors de l'enquête du coroner, bien que j'étais au courant, je n'ai pas participé à cette enquête. Et lorsque Benoît Proulx a été accusé, à ce moment-là, mon père est venu me voir et m'a demandé si je voulais collaborer avec lui dans ce dossier. Parlez-moi de votre père, Lawrence Corriveau. Quel genre d'avocat était-il? Quel genre d'homme? Probablement l'avocat le plus passionné que j'ai connu dans ma carrière. C'était un homme déterminé qui s'est dédié entièrement pendant 56 ans de pratique à sa profession.
l'avocat vedette à Québec à cette époque-là. Oui, il y avait Guy Bertrand, mais il y avait aussi Maître Corriveau, là, qui était dans les superstars du droit, là, dans la région de Québec et au Québec, là. Un avocat chevronné. Un bulldog. Oh! Quand on savait qu'il était défendu par Lawrence, on savait que c'était mieux d'être bien outillé pour te présenter devant le tribunal. Lawrence Corriveau, c'était quelqu'un qui était connu depuis pratiquement 50 ans, qui avait tout vu, il avait tout fait comme avocat de la défense. Donc, il y avait beaucoup de prestige puis une réputation. Là. Je me souviendrai toujours de sa phrase célèbre, qui est une maxime connue en justice, qui disait « Une montagne de soupçons ne fait pas une once de preuve. » Lawrence Corriveau, c'est un criminaliste de grand renom à Québec. Un gars respecté, un gars avec énormément d'expérience. Quand Benoît Proulx a embauché Lawrence Corriveau, il est allé chercher un des meilleurs criminalistes au Québec. Maître Corriveau, en défense, avez-vous l'intention de faire témoigner Benoît? C'est ça, on va voir. En temps et lieu. Mais il y a une défense très sérieuse qui va être présentée. À quel moment dans sa carrière la défense de Benoît Proulx est-elle arrivée? Il était à 10 ans de sa mort. Mon père est décédé le 21 septembre 2001. Et le procès de Benoît Proulx a débuté en 1991. Et je devrais vous dire que, en fait, dans les 10 dernières années de la vie de mon père, le dossier de Benoît Proulx a pris énormément de son temps. Il s'est dédié beaucoup à cet homme. Pouvez-vous m'expliquer un peu, la défense de Benoît Proulx était basée sur quel élément? Premièrement, son innocence. Benoît Proulx se disait innocent. Il faut comprendre que si Benoît Proulx a été accusé, c'est parce que M. Paquette avait indiqué qu'il avait reconnu les yeux de la personne qui marchait dans la rue cette soirée-là. C'est vraiment ça, là, qui a fait en sorte que le procureur de la Couronne accuse Benoît Proulx. C'est sous la foi du témoignage de cet homme, qui affirme avoir vu Benoît Proulx près du lieu du meurtre, que l'accusation est portée. Même si la mémoire de cet employé de la CSST, qui est aussi juge de paix, a tardé à se réveiller, le juge a qualifié son témoignage de crédible. Tu vois déjà là, que c'était mal barré, là. Tu as plein d'irrégularités là-dedans. Ben oui. Et c'est à la suite de tout ça, j'ai écrit un article qui était intitulé « L'étrange cheminement du témoin tardif ». Étant Paul-Henri Paquette, ce monsieur-là qui se manifeste donc 9 ans après le crime. Et là, tu comprends que ça fait pas l'affaire d'André Arthur. Non. Parce que là c'est comme le château de cartes, là, je donne un coup de pied dedans. Fait que là, le matin que l'article est publié, André Arthur fait une sortie sur les ondes à mon sujet. En disant que j'étais ni plus ni moins qu'un crosseur, que j'avais déjà travaillé pour eux autres, puis que je m'étais fait mettre dehors, puis que j'avais écrit ça par solidarité syndicale avec Benoît Proulx, parce que Benoît Proulx était affilié à la même centrale syndicale que les journalistes du Journal de Québec. En tout cas, il n'y a rien qui ne dit pas. Oui. Et là, évidemment, moi, j'arrive au journal ce matin-là, je rentre dans la salle de rédaction, puis là, tout le monde me regarde d'une drôle de manière. Moi, j'ai pas entendu sa sortie sur les ondes. Et là, j'arrive à mon bureau, puis là, mon boss vient me voir, puis il met une pile de communiqués sur mon bureau, puis il dit « Yves, aujourd'hui, là, tu réécris des communiqués, puis tu n'écris plus jamais une ligne sur l'affaire Benoît Proulx. » Mais ça montre le pouvoir qu'André Arthur avait à Québec à l'époque, et j'ai jamais pu donc écrire une ligne sur l'affaire Benoît Proulx. André Arthur a été habile. Je pense qu'il y avait un journaliste au Journal de Québec, moi en l'occurrence, qui mettait en doute la crédibilité de ce témoin-là, qui allait être un témoin clé dans la relance de cette affaire-là. Donc, il avait intérêt à me neutraliser, et ce qu'il a réussi à faire. C'est difficile de mesurer l'impact d'André Arthur à Québec si on n'y a pas été. Parce qu'on peut entendre des extraits de ces trucs, puis on dit « c'est épouvantable, c'est incroyable », mais c'est pas ça. C'est la durée, c'est l'acharnement, c'est l'effet de répétition, et c'est l'atmosphère générale qui dégage. Il faisait un show de... Non, ça durait pas 6 heures. C'était interminable. Et donc, il y avait ses têtes de turc, il y avait ses marottes, et puis il répétait ses trucs comme des mantras. Et donc, des journalistes qui n'avaient pas l'alignement que lui souhaitait pouvaient se faire attaquer nommément en ondes. C'est de l'intimidation. C'était un intimidateur médiatique. À Québec maintenant, tous les yeux sont tournés sur le procès de Benoît Proulx, ce journaliste accusé d'avoir tué son ex-ami France Alain il y a exactement 9 ans aujourd'hui. Le procès de Benoît Proulx est un cirque médiatique sans précédent.
Les gens s'arrachent les places. Il y a des files d'attente et la population veut entendre, participer. À l'époque, là, c'était nouveau de faire de la nouvelle en direct. Fait que là, t'avais des journalistes qui sortaient, donner des comptes rendus de ce qui s'était passé aux 15 minutes. Dès que le procès de Benoît Proulx siégeait au Palais de justice de Québec, la ville en entier était pendue au bout des lèvres des journalistes qui étaient présents. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait. Il y a des gens qui se présentent au Palais de justice de Québec à 6 heures le matin, munis de leur déjeuner et du dîner pour pouvoir avoir leur place assurée. C'est ceux qui sortent ne sont pas certains le midi de pouvoir retrouver leur place. C'était la plus grande salle au Palais de justice de Québec, donc au-delà de 250 places. Et très tôt le matin, il y avait une longue file d'attente. J'hésite à parler de spectacle parce qu'il s'agit quand même d'un procès, donc c'est très sérieux. Et il s'agit du meurtre d'une jeune femme. Il en reste pas moins que les curieux se massaient. Et puis pour eux, c'était un spectacle, un suspense aussi. Nous autres, on a attendu 4 heures aujourd'hui. Hein? On est arrivés à matin à 8h moins 20. Vous, monsieur, vous êtes ici depuis quand? On n'a pas réussi à rentrer, il y avait trop de monde. À quelle heure vous étiez arrivé? 7h30. Qu'est-ce qui fait que ce procès-ci vous intéresse plus que d'autres procès auxquels vous avez assisté ou pas? On en entend parler beaucoup dans les journaux, la radio. Ah, il y a un suspense dans ça. Oui, ça c'est sûr. Mais ça tient pas un peu du spectacle, ça? Peut-être, oui, mais ça rend mieux t'énerver. À tous les jours, il y avait des files de personnes qui attendaient pour avoir une place pour rentrer dans la salle. Je me rappelle même que lors de la semaine que cela a pris pour le délibéré, les gens demeuraient dans les corridors. Il y avait même une personne en chaise berçante qui tricotait des pantoufles en Fentex. C'était pas loin d'être un cirque, cette affaire-là. C'était très, très particulier comme contexte pour juger quelqu'un. Bon matin, madame. Comment ça va? Ça va bien, monsieur. De quoi vous allez parler? Bon, bien, je veux parler de France Alain. Je trouve ça terrible, une chose pareille. J'aurais jamais cru que ça aurait été une personne qu'on connaissait qui aurait pu faire ça. Pendant ce temps-là, André Arthur à la radio, lui, est-ce qu'il continuait à parler de cette affaire-là quasiment quotidiennement? Ben oui, c'est sûr qu'il en parlait, parce que c'était le sujet de conversation au Québec. C'est probablement un des procès les plus médiatisés de l'histoire de la capitale nationale, mais probablement de l'histoire du Québec. Là. Non seulement André Arthur ne se privait pas d'en parler en ondes, mais il avait affecté à la couverture du procès un journaliste qui s'appelait Martin Paquette et qui était un ancien policier de la GRC, qui avait pas vraiment d'expérience en journalisme. Et lui faisait une couverture, là, mais j'ai rarement vu une couverture aussi biaisée. Là. Martin Paquette, bonjour. Bonjour, André. Alors, quels sont les faits nouveaux? Du côté de la Couronne, André, j'ai pu parler avec Robert Parot, le procureur de la Couronne. Lui parle que les morceaux du casse-tête qu'il manquait, là, ben, il semble qu'on est en train de trouver ces morceaux-là. Ce qui sous-entend, c'est que c'est la face à Ben Proulx qui commence à voir. On a même comparé ma façon de contre-interroger avec la façon de contre-interroger de mon père. Il n'y avait rien sur lequel on ne parlait pas. Puis les jurés n'étaient pas séquestrés, donc malgré les mises en garde du juge, il y avait tout le loisir de suivre la couverture du procès à CHRC pour voir ce que André Arthur ou ses journalistes en disaient. C'est évident que quand j'ouvre mon micro et qu'on choisit de parler de telle chose plutôt que de telle chose, pendant les quelques secondes où ça dure, j'ai le pouvoir d'imposer un sujet de réflexion. Mais est-ce que parce que je fais un commentaire axé sur un côté ou de l'autre, je vais déterminer comment cette personne-là va agir ou penser plus tard? Je pense que ce serait grossièrement abusif que de croire ça, et ce serait gonfler outre mesure le pouvoir des communicateurs. C'est pas comme ça que les gens se font influencer. C'est pas ce que je cherche, en tout cas. Non seulement il y a l'ampleur du personnage Arthur dans la ville de Québec, mais en plus, je l'ai vu très souvent venir dans la salle d'audience, s'asseoir à la table des journalistes, regarder le jury, alors qu'il est un personnage clé dans cette histoire-là. Vous étiez quand même très présent, vous étiez en cours, très près de la couronne. J'ai assisté à 2 heures du procès de Proulx et je n'étais pas près de la couronne. Je ne sais pas où vous prenez vos renseignements. On nous a dit que vous étiez très près. On vous a menti ou vous avez mal vérifié. Et moi, il m'est arrivé souvent de l'écouter. À l'époque, il y a son journaliste judiciaire qui est là, qui vient en ondes, il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et il commente. Il commente ce que disent les témoins. Quand un jury n'est pas séquestré, quand un jury revient chez lui le soir, les médias sont pas censés faire des commentaires ou rapporter des faits qui n'ont pas été dits devant le jury. Pour pas tenter d'influencer le jury avec autre chose que la preuve qui est légalement admissible. Tout ce que j'ai fait dans le dossier du meurtre de France Alain, ça a été de reprendre les faits au moment où l'enquête n'allait nulle part et qu'elle était à toute fin pratique suspendue. Je ne blâme pas André Arthur d'avoir voulu trouver le coupable dans cette affaire-là, moi. Le problème, c'est d'oublier les règles fondamentales de la justice. Un événement crucial au procès, ça a été l'écoute électronique. Robert Parot a dit, si vous remplacez le « il » par un « je »,
Il vous raconte ce qui est arrivé. C'est des aveux. C'est le tribunal de l'opinion publique avec un juge qui laissait tout passer et ça a donné le résultat que ça a donné. Je croyais vraiment que j'étais parti pour 25 ans, qu'on allait me faire payer pour une chose que j'ai pas faite.